Lorsque dans les films on se retrouve face à des humanoïdes en images de synthèse, un sentiment paradoxal semble se mettre à l'œuvre. Plus la simulation s'approche en détail d'un modèle humain, plus elle semble réaliste, et plus notre sentiment à son égard se teinte de méfiance, de rejet, voire de dégoût. Et cela soulève plusieurs questions fondamentales quant à notre place de spectateur. Quels sont les mécanismes derrière notre empathie envers des personnages ouvertement virtuels? Quel est le sens de l'identification au cinéma? Et finalement, qu'est-ce qui rend la réalité si réaliste? Cette révélation du lien entre le caractère réaliste d'un humanoïde et le sentiment de malaise qu'il provoque, on la doit initialement au roboticien japonais Masahiro Mori, lorsqu'il publie en 1970 un essai concernant l'influence de l'aspect humain des robots sur la manière dont ils sont perçus. De ses observations empiriques, Mori dégage une tendance qu'il représente sous la forme d'un graphique, avec en abscisse le degré d'apparence humaine constaté et en ordonnée le degré d'affinité ressenti. Le degré d'apparence humaine constaté se mesure de 0 à 100%, où 0 représenterait un robot industriel classique et 100 représenterait un robot humanoïde à l'apparence absolument indiscernable de celle d'un être humain. Les premiers pourcents seraient alors à assimiler à de la pareidolie, ce phénomène nous poussant à voir des visages expressifs dans les objets communs inanimés, pour progresser vers des robots aux traits humains d'abord discrets, ensuite marqués, puis caricaturaux, et enfin intentionnellement anthropomorphiques. Quant au degré d'affinité ressenti, il est d'abord naturellement nul, pour ensuite progressivement évoluer vers une réponse toujours plus positive à mesure que le degré d'apparence humaine progresse. Et ce, jusqu'à un certain niveau où le degré d'affinité devient subitement négatif, trahissant un sentiment d'aversion brutale, passé une certaine proximité entre l'apparence du robot et celle d'un humain. Enfin, une fois franchie cette zone critique, la courbe présente un second pic d'affinité à mesure que l'on s'approche d'une indifférenciation humaine. Tell it to me in Star Wars. All right, we like R2-D2 and C-3PO. They're nice. And up here we have a real person, like Han Solo. He acts like he doesn't care, but he does. But down here we have a CGI stormtrooper or Tom Hanks in the Polar Express. I'm scared. Get me out of there. And that's the problem. You're in the valley now, and it's impossible to get out. That's where you're wrong. D'abord proposé comme simple ligne directrice à l'attention des concepteurs de robots, ce graphique a par la suite été abusivement considéré comme une hypothèse, voire une théorisation, donnant injustement à sa courbe la valeur d'une loi précise et définitive. Il n'en reste pas moins que ce schéma illustre clairement et simplement la conclusion qu'a pu tirer Masahiro Mori de ses observations, à savoir qu'au-delà d'un certain degré de réalisme, un androïde qui prend des traits similaires à ceux d'un être humain fait plonger le degré d'affinité qu'un observateur a pour lui, au point de transformer cette sympathie en un sentiment de rejet profond. Et ce gouffre coincé entre deux sommets d'affinité, cette soudaine brèche dans la réponse émotionnelle, c'est ça que l'on appelle la vallée dérangeante, et qui schématise bien ce phénomène qui nous fait naturellement être beaucoup plus à l'aise face à un robot ouvertement artificiel que face à un androïde aux traits humains, à la texture faussement organique et aux habits semblant pudiquement cacher le reste d'un corps ordinaire. Cette relation discontinue entre apparence humaine et degré d'affinité, mise en lumière chez les robots par Masahiro Mori, elle se vérifie également au cinéma, et notamment dans les tentatives, au cours de son histoire relativement récente, de rapprocher et faire se confondre l'animation de corps de synthèse avec la captation d'humains de chair et d'os. It's not in the best interests of humans to hold back the development of robots. They won't for long. En 1988, pour son 4e court-métrage en images de synthèse, la jeune société Pixar décide d'essayer pour la première fois d'y intégrer un humain, qu'elle doit donc modéliser entièrement par ordinateur. Et le résultat, Teen Toy, fera forte impression sur le public et l'industrie. Il sera le premier film en images de synthèse à gagner un Oscar, contribuera à légitimer l'animation par ordinateur comme moyen d'expression artistique, et poussera Disney à produire le long-métrage Toy Story, dont il inspire également l'histoire. I'm shocked. I mean, it's perfect. Perfect? No. But it's not bad at all for the beginning of the revolution. Mais si le film en lui-même provoque un grand enthousiasme, il en va tout autrement pour Billy, le bébé qui y est représenté, et qui provoque tellement de réactions négatives de la part du public qu'il pousse à lui seul une industrie tout entière à se pencher beaucoup plus sérieusement sur la question de la vallée dérangeante, au fond de laquelle Pixar vient accidentellement de l'envoyer. Cette tentative ratée de réalisme anthropomorphique poussera par la suite Pixar à faire des films d'animation avec très peu de personnages humains, ou le cas échéant à rendre ces personnages bien plus caricaturaux, cartoonesques, et à donner au passage à chaque mère de famille un cul absolument gigantesque. En 2001, n'ayant pas tiré les leçons du maître Pixar, c'est la société DreamWorks qui fait les frais d'une percée un peu trop aventureuse dans le réalisme de ses personnages humains avec le film Shrek. Les projections test font en effet pleurer les enfants à cause de l'apparence inquiétante car un peu trop réaliste de la princesse Fiona, que le studio se résigne donc à cartooniser un peu pour la sortie du film. La différence ne semble pas très importante, quasiment imperceptible quand on cherche à la déchiffrer,
mais son impact émotionnel est bien réel, ce qui au passage montre bien la brutalité du changement de réponse affective en conséquence d'un changement pourtant infime du degré de réalisme. What did you do with the princess? Donkey, shh, I'm the princess. It's me, in this body. Oh my god, you ate the princess! Toujours en 2001, Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit suscite des réactions très négatives à cause de ses personnages de synthèse, générés par ordinateur avec une ambition clairement photoréaliste, mais se heurtant aux limitations techniques et glissant dans la vallée dérangeante, malgré de gros efforts pour la dépasser. You think we're gonna get out of here alive? I mean, I wonder if anybody else has gotten out. You think anyone's made it this far? L'échec de cette tentative est un élément intéressant puisqu'il marque la manifestation nouvelle chez les spectateurs d'un positionnement du type « J'ai compris ce que vous avez essayé de faire, mais ce n'est pas encore au point ». Une lisière bâtarde où l'on remarque avec une arrogance involontaire la qualité de la performance technique, mais sans même songer une seconde à se laisser berner par l'exercice. Let's get the obvious stuff out of the way. You're not human, are you? Well, it's tough to get any more obvious than that. Le « on y croit » se découvre alors un ennemi redoutable qui ne cessera plus de le suivre et le malmener par la suite, le « c'est bien fait ». Le « c'est bien fait », c'est la conscience par le spectateur du tour de force technologique, et c'est un poison sournois pour les effets spéciaux, un véritable échec déguisé en réussite qui cache la dissipation silencieuse de la suspension d'incrédulité, le « on y croit ». En voulant confectionner les outils nécessaires à une reproduction visuelle des êtres humains, la technologie numérique a ainsi involontairement élaboré le piège redoutable que sera leur simulation, que le philosophe et théoricien Jean Baudrillard définit comme ne s'agissant plus d'imitation, de dédoublement, ni même de parodie, mais d'une substitution au réel des signes du réel. Depuis toujours, Canada Dry est doré comme l'alcool. Son nom sonne comme un nom d'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. On cherche ainsi à reproduire le caractère d'un élément en reconstituant ses empreintes extérieures, quitte à en trahir la nature et en éliminer l'essence. Simuler est feindre d'avoir ce qu'on n'a pas, selon Baudrillard, par opposition à dissimuler, qui est feindre de ne pas avoir ce qu'on a. Ainsi, les dessins animés dissimulent la profonde humanité qu'ils feignent de ne pas avoir derrière des traits caricaturaux, là où les images de synthèse en simulent l'existence sous l'apparat trompeur des attributs humains. Il en résulte, pour Final Fantasy, certes un degré de réalisme avancé, mais au prix d'un sentiment de grand vide au fond des yeux, d'une froideur corporelle et de mouvements mécaniques qui trahissent une simulation imparfaite, des défauts qui continueront par la suite et pour longtemps de coller à la peau des humanoïdes générés par ordinateur. Oh, this is all beginning to make a creepy kind of sense. What do you think about all this, Captain? I think that explains why we never had a chance. En 2004, une tentative ambitieuse de Robert Zemeckis creuse malgré ses bonnes intentions le fond de la vallée dérangeante. Avec le Pôle Express, les personnages présentent désormais une ressemblance humaine davantage troublante et inquiétante que froide et approximative. Ils paraissent au mieux dérangeants, au pire effrayants, et les yeux que l'on qualifiait de vides dans Final Fantasy ont ici laissé place à des yeux que l'on perçoit désormais comme étant morts. Gee, that's really too bad. Really? En 2007, Beowulf de Robert Zemeckis aussi est une vraie réussite en termes d'effets visuels, mais peine à s'extraire des griffes du c'est bien fait dont je parlais plus tôt, même s'il parvient tout de même à toucher plusieurs degrés de la vallée dérangeante, allant même par moments jusqu'à effleurer sa sortie vers l'indifférenciation humaine. Are you the one they call Beowulf? Le film se permet au passage de questionner un élément théorique important, celui de la monstruosité. Est-elle plus efficace quand elle s'éloigne ostensiblement du réalisme pour aller vers l'abomination, ou l'est-elle plus quand elle tente de s'en rapprocher de trop près et en fait ressortir l'horreur des imperfections? We men are the monsters now. En 2009, le drôle de Noël de Scrooge, toujours de Robert Zemeckis, fait le pari de visages hyper réalistes sur des corps au sursaut cartoonesque. Un paradoxe qui vient miner un terrain déjà peu fertile à notre identification. Le film amorcera d'ailleurs l'abandon forcé pour Zemeckis de ses projets de performance capture pourtant ambitieux et prometteurs. Un abandon confirmé définitivement en 2011 avec l'échec retentissant de Milo sur Mars. Un film lui aussi à l'hyper-réalisme déstabilisant et produit par Image Movers Digital, la société de Zemeckis que la Walt Disney Company fermera la même année dans un ultime renoncement à toute tentative de passer de l'autre côté de la vallée dérangeante. On va faire demi-tour, il faut qu'on trouve un moyen de passer. Oui, mais pour le moment, nous sommes bloqués. Vous voyez bien qu'on ne peut pas traverser. Depuis, les incursions dans cette vallée sont redevenues des glissements accidentels, plus que des tentatives ratées de passer outre. En 2019, le film Cats, tiré de la fameuse comédie musicale, subit par exemple un déluge de critiques à cause de ses personnages à mi-chemin entre des humains réalistes et des chats réalistes, donnant un résultat pour le moins déplaisant. En 2020, c'est la sortie du film Sonic qui se voit repoussé de plusieurs mois pour corriger le tir suite aux réactions très négatives du public face à la première bande-annonce et son hérisson à l'apparence dangereusement proche de celle d'un être humain. Oh, come on.
Si elle paraît d'abord contre-intuitive, cette brusque impression d'étrangeté au-delà d'un certain degré de ressemblance humaine semble bel et bien se vérifier, que ce soit dans la robotique ou au cinéma. Mais alors, d'où vient-elle ? I thought you'd never ask. Beaucoup de suppositions ont été émises quant aux raisons expliquant cette sensation de malaise, souvent en prenant comme point de départ nos capacités d'analyse, de réflexion et de discernement, ou bien parfois en adoptant une perspective plutôt psychanalytique, voire religieuse. Mais l'approche probablement la plus intéressante est celle qui va en questionner les mécanismes physiologiques et y voir une réaction instinctive, inconsciente et spontanée. C'est une approche qui propose d'attribuer cette sensation d'étrangeté à une dissonance cognitive chez l'observateur qui, faisant face à un robot à l'apparence humaine capable de provoquer la confusion, va instinctivement trouver monstrueuses les imperfections que celui-ci présente et s'alarmer de tous ces détails non humains. Ainsi, pour les androïdes qui dépassent un certain seuil et ressemblent trop à des humains, de petits détails suffisent à trahir leur véritable nature. Hey, your skin is hanging off your bones. Is that leather? Autrefois, la modélisation encore imparfaite de la peau était l'élément le plus flagrant et suffisait à trahir une simulation même quasiment immobile. Mais avec les progrès de rendu photoréaliste pouvant simuler très précisément sa texture et les effets de la lumière sur les différentes couches de l'épiderme, c'est désormais davantage les mouvements du corps et les expressions du visage qui trahissent les images de synthèse. The 600 series had rubber skin. We spotted them easy. But these are new. They look human. Sweat, bad breath, everything. Very hard to spot. I had to wait till he moved on you before I could zero him. Les représentations immobiles sont d'ailleurs généralement moins sujettes à ce type de confusion, justement en raison de leur absence de mouvement. Une absence qui rend la vallée dérangeante moins abrupte, moins glissante et moins profonde. On peut prendre l'exemple des peintures hyper réalistes, des visuels promotionnels de jeux vidéo, ou même des publicités photoshopées à l'extrême dont la fixité aide à en dissimuler l'hypocrisie. Fuck! Seriously? It's like you're photoshopped. Nous sommes des sortes d'experts de la contrefaçon d'humains, mais à condition qu'ils bougent. Difficile par exemple d'imaginer le même engouement pour le musée Grévin si on ajoutait des mouvements mécaniques à ces statues. Mais revenons à nos animations. En ce qui concerne les images de synthèse animées, les critiques courantes des éléments qui trahissent l'imposture de la simulation mentionnent un visage engourdi comme s'il était recouvert de latex, des mouvements oculaires trop mécaniques, et surtout un regard dans le vague qui semble ne s'adresser à personne. Talking to me? Then who the hell else are you talking? Talking to me? Au-delà du visage, on déplore globalement des mouvements du corps qui semblent plus lents que ceux d'un être humain, plus réguliers, plus mécaniques. Et cette contradiction entre l'auteur de l'action et la dynamique de ces mouvements vient créer une dissonance qui provoque cette chute dans la vallée dérangeante. Un robot qui bouge comme un robot ou un humain qui bouge comme un humain, ça ne pose pas de problème. Mais si ce qui semble être un humain se met à bouger de manière robotique, le traitement que le cerveau essaye de faire de l'ensemble se heurte à un paradoxe et une impossibilité de déterminer s'il est face à l'un ou à l'autre. En 2011, une étude de l'Université de Californie cherche à mesurer l'activité qui a lieu à l'intérieur du cerveau humain, d'une part dans le cas de l'acceptation face à un autre humain, et d'autre part dans le cas du rejet face à un androïde anthropomorphique. Et ce que montre cette étude, c'est que la différence d'activité dans le cerveau entre l'acceptation et le rejet se fait principalement dans le cortex pariétal, et plus précisément dans la zone reliant d'une part la partie du cortex visuel qui analyse le mouvement, et d'autre part la partie du cortex moteur qui abrite les neurones miroirs à la source de notre reconnaissance des autres humains et de leurs émotions. C'est donc à cette jonction que le cerveau se met en alerte quand l'apparence humaine d'un androïde et le mouvement robotique qui l'anime viennent entrer en conflit. En effet, chaque cortex traite l'information qu'il reçoit, celui qui analyse l'apparence en conclut qu'il voit un humain, et celui qui analyse le mouvement en conclut qu'il voit un robot. Ces deux informations contradictoires résultent sur un paradoxe, et le cerveau ne va pas chercher à choisir une conclusion plutôt qu'une autre. Il exige que les deux informations soient cohérentes, et comme cette attente n'est pas comblée, alors il rejette l'ensemble. Two guesses at once. Wrong both times. Ainsi, cet androïde trop réaliste tombera dans la vallée dérangeante, car il ne sera inconsciemment plus perçu comme un robot qui joue à se faire passer pour un humain, mais comme un humain qui n'arrive pas à agir de façon normale.
Une fois rétabli de ses premières chutes dans la vallée dérangeante et désormais mis au fait des mécanismes de celle-ci, le cinéma va tenter d'en assimiler les modalités et, faute de pouvoir y apporter une solution, va en explorer la topographie pour questionner, avec ses outils esthétiques et narratifs, la frontière entre humains et androïdes. Des films vont par exemple frontalement en faire leur sujet, comme pour L'Homme bicentenaire en 1999, qui propose des éléments de réponse quant aux subtilités faisant basculer un androïde de robot à humain et qui explicite même au détour d'un dialogue le concept de vallée dérangeante. Now, Andrew, believe it or not, the secret to all this is actually imperfection. Imperfection? Yeah. Things like wrinkles, less than perfect teeth, details like, fading scars, little pop marks. Look at my nose. See my nose? It's bulbous and slightly irregular. It is. Well, I'm the only one who's got my nose, and that's what makes me me. And we need to incorporate these features into your design so that you can be the only one of you. That's what makes us unique. Is those imperfections. En 2004, le film iRobot développe un aspect plus sombre de l'adoption des caractères anthropomorphiques par les robots, en faisant de ce qui rend l'un d'entre eux un peu trop humain non pas sa simulation impeccable des émotions, mais sa capacité à commettre des meurtres. I think you murdered him because he was teaching you to simulate emotions and things got out of control. I did not murder him. But emotions don't seem like a very useful simulation for a robot. I did not murder him. The hell, I don't want my toaster or my vacuum cleaner appearing emotional. I did not murder him! Enfin, l'épisode bientôt de retour de la série Black Mirror propose en 2013 ce que l'on peut voir comme une exploration assez littérale du graphique de Masahiro Mori. L'histoire tourne autour d'une femme qui va s'offrir les services d'une entreprise lui proposant d'interagir avec une simulation de son petit ami qui vient de décéder accidentellement. Cette interaction, qui se fait d'abord par écrit, étonne la jeune femme par la justesse de l'imitation, puis la séduit vraiment quand la communication devient orale et gagne en réalisme, pour finalement la subjuguer complètement une fois devenue visuelle et physique. Does it bother you? No. I'm here. I don't know. Mais peu à peu, les défauts d'abord insignifiants de cette reproduction presque parfaite vont prendre aux yeux de la femme une place grandissante, et les détails qui étaient au départ imperceptibles deviennent progressivement monstrueux et repoussants, faisant du trop grand réalisme de cette réplique la cause du dégoût porté à son égard. Just get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! You're not enough of him! You are nothing! You're nothing! D'autres films vont eux proposer une réflexion autour des pentes glissantes de cette vallée, comme Electroma en 2006, qui illustre assez littéralement la difficulté pour des androïdes à se faire passer pour des humains et à dissimuler complètement leur caractère robotique sous un maquillage qui ne tient jamais vraiment longtemps. En 2018 s'avance même une réflexion autour de l'adoption chaotique du concept par le cinéma avec Bienvenue à Marwen, un film dans lequel humains et jouets viennent confondre leur réalisme respectif avec une sincérité désarmante, et où Zemeckis met en scène sa douloureuse solitude face aux libertés narratives et poétiques que permettent les répliques animées de personnes réelles, établissant un triste écho avec les différents échecs passés de ses projets de cinéma virtuel. I'm so tired of being alone. Parallèlement à cette intégration du concept dans les scénarios des films, l'apprentissage progressif de l'anatomie de la vallée dérangeante et les progrès technologiques vont susciter un désir toujours plus grand d'en contourner tant bien que mal les frontières. Can you learn stuff that you haven't been programmed with, so you can be, more human? A l'inverse des images entièrement de synthèse qui cherchent en vain à faire passer des androïdes numériques pour de vrais humains, une forme particulière d'animation va par exemple s'opérer afin de faire passer un humain pour un autre. Un phénomène de réanimation numérique qui se joue principalement quand des acteurs doivent paraître beaucoup plus jeunes ou même être ressuscités le temps d'une scène. Cela donne des simulations qui tentent d'effacer toutes les inconnues à l'équation de l'humanoïde numérique parfait, en posant sur des corps de chair et d'os un masque au rendu photoréaliste animé par le visage de l'acteur lui-même. Et malgré l'élimination de tous les facteurs connus qui poussait un humain de synthèse au fond de la vallée dérangeante, le résultat est loin d'être toujours saisissant. Pire, la connaissance préalable que l'on a du visage de l'acteur reproduit numériquement nous fait automatiquement identifier les différences entre la réalité et sa contrefaçon, et accentue ainsi notre malaise face à ce trucage. On peut ainsi reprocher à ces simulations des traits excessivement lisses, comme pour Patrick Stewart dans X-Men Origins Wolverine en 2009, une esthétique de jeu vidéo qui ne fait malheureusement pas honneur au thème du film avec Jeff Bridges dans Tron l'héritage en 2010,
ou une esthétique de figurine G.I. Joe pour Arnold Schwarzenegger dans Terminator Renaissance en 2009, une esthétique qui sera toutefois améliorée 6 ans plus tard, en 2015, dans Terminator Genesis. Nice night for a walk. Et quand ce maquillage numérique commence enfin à être prometteur, ce sont les mouvements des acteurs marqués par le vieillissement qui viennent parfois en trahir l'effet, comme dans The Irishman en 2019. Cette même année 2019, Gemini Man réussit lui par moments à rendre absolument convaincant le rajeunissement de Will Smith, grâce à des avancées dans le développement de la technologie utilisée, et grâce au fait que l'acteur ne soit pas encore trop vieux et soit toujours en bonne forme physique. I just can't believe that in 30 years I'm gonna look like you. What, please? You wish. Boy, you better hope you look like me in 30 years. This is 50-year-old, mature man meat you're looking at. Mais en faisant ainsi atteindre au personnage de synthèse le stade de l'indifférenciation humaine, c'est un nouveau paradoxe qui voit le jour, celui d'une exploitation qui resterait porteuse de sens tout en devenant invisible. La réussite de l'animation photoréaliste a en effet lieu quand on ne se questionne pas sur la réalité du sujet présenté, et les images dites de synthèse ne sont dès lors plus vues comme telles une fois indiscernables de la réalité qu'elles imitent, faisant s'effacer le « c'est bien fait » au profit d'un retour du « on y croit ». Et si l'on sait déjà à quoi ressemblera un humanoïde numérique absolument parfait, à savoir un humain dans toute sa banalité et son anonymat, cela restera un corps qu'il va falloir animer, mais de manière humaine si on veut qu'il ne chute pas dans la vallée, auquel il va falloir donner des émotions, mais humaines pour la même raison, et dont l'exploit sera finalement de cacher une absolue prouesse technique derrière une trivialité assommante. Finalement, les vrais androïdes de cinéma à l'anthropomorphisme confondant ont déjà vu le jour, et ont soigneusement survolé la vallée dérangeante en prenant soin au passage de questionner ce paradoxe de l'indifférenciation humaine. Would you step out for a few moments, Rachel? Thank you. She's a replicant, isn't she? I'm impressed. How many questions does it usually take to spot one? I don't get it, Tyrell. How many questions? 20, 30 cross-referenced. It took more than 100 for Rachel, didn't it? She doesn't know. She's beginning to suspect, I think. Suspect? How can it not know what it is? Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. Rachel is an experiment, nothing more. La vallée dérangeante n'est pas en soi un problème de cinéma, c'est un problème d'identification par le spectateur et donc un outil avec lequel le cinéma peut travailler. Bien sûr, ses limites sont définies comme on a pu le voir par des tâtonnements et des ratages, mais tomber dans la vallée dérangeante n'est pas synonyme d'échec si c'est là qu'on cherche à situer son personnage. C'en est seulement un si le but est de la dépasser et qu'on y échoue. Pour éviter cela et atteindre un des deux pics d'affinité de la courbe, les animateurs et cinéastes ont donc deux options, soit une perfection du photoréalisme et des mouvements, soit une stylisation délibérée. Les développements technologiques cherchent effectivement à empêcher le rejet des personnages par les spectateurs avec des innovations techniques, comme la motion capture pour corriger le mouvement robotique des animations, la performance capture pour en réveiller le visage trop peu expressif, ou la numérisation pour enrichir une peau trop synthétique et renforcer l'harmonie globale du corps. Mais il y a encore trop de détails impénétrables pour atteindre un réalisme parfait dans la représentation d'un personnage, que ce soit des détails techniques, physiologiques ou émotionnels, et qui sont autant de groupes et de sous-groupes d'éléments qui peuvent chacun s'avérer imparfaits et faire irrémédiablement s'écrouler le château de cartes tout entier. It didn't bridge the uncanny valley. I cheated physics. Can't cheat physics, Eric. Et si de petites imprécisions peuvent faire reculer le réalisme du personnage sur l'axe des abscisses, c'est effectivement grave à droite de la vallée car on retombe dedans. Mais c'est moins grave à gauche parce qu'on reste largement positif en ordonnée. On peut ainsi résumer le problème cinématographique de la vallée dérangeante et cet intérêt à plutôt en viser la gauche en disant que la fidélité anthropomorphique n'implique pas le réalisme humain, voire même que l'humanité d'un personnage s'affirme moins bien par le déploiement d'un réalisme visuel que par celui d'un canevas grossier qu'il mettrait à disposition pour que l'on y projette chacun nos singularités respectives. On comprend intuitivement ce que l'exagération véhicule, et la force des personnages de dessin animé est justement la dimension caricaturale des traits humains qu'ils adoptent, formant des corps et des visages sur lesquels il est facile de se projeter, et ce de manière plus universelle à mesure que le dessin s'éloigne d'une représentation que l'on dirait réaliste. It turns out the true uncanny valley isn't visual at all. It's the valley of genuine connection.
Et si on a bien sûr envie d'un jour voir un humain en image de synthèse qui soit absolument parfait, on peut également redouter que cette perfection engendre un manque d'originalité finalement fade et décevant. L'imperfection est la clé de l'attirance et le sel de l'empathie, que ce soit dans nos relations sociales ou dans notre rapport aux images. Et les représentations humaines générées par ordinateur peuvent ainsi être d'une immense précision mathématique, mais malgré tout souffrir d'une effroyable stérilité émotionnelle, une notion difficile si ce n'est impossible à traduire sous forme d'équation, tant il est déjà difficile de l'exprimer par des mots. There's no emotion. None. Just the pretense of it. The words, gesture, the tone of voice, everything else is the same, but not the feeling. Cette vallée dérangeante pose au final une question qui dépasse de loin le champ du cinéma, celle de savoir ce que cela signifie d'être humain. C'est une question sur laquelle on bute, puisque nous en sommes à la fois le sujet de la recherche et les cerveaux en charge de son étude, les chercheurs et les cobayes. Et l'exploration des zones d'ombre de notre savoir se heurte aux frontières de ce même savoir, faisant de notre ignorance à la fois le problème à résoudre et le frein nous empêchant de le faire. La courbe de cette vallée peut ainsi être vue non pas simplement comme la conclusion d'une étude, mais aussi comme une potentielle base de travail, puisque comme le soulignait déjà Masahiro Mori lui-même dans son article de 1970, c'est en établissant une cartographie précise de cette vallée dérangeante, de ses limites et des éléments qui y font tomber ou non les androïdes, que l'on pourra contribuer à dessiner en creux ce qui fait de nous des êtres humains. Libre ensuite à chacun d'y voir une idée plutôt séduisante, ou plutôt monstrueuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, vous pouvez également vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!